Bonjour! Dans le cadre de votre programme de francisation, la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord vous propose une vidéo dans laquelle vous pourrez apprendre de nouveaux mots de vocabulaire tout en apprenant plus sur l'histoire de votre ville. Mon nom est Audrey Galganovitch et je suis archiviste pour la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord. Qu'est-ce qu'une archiviste? En fait, une archiviste, c'est une personne qui travaille avec des documents anciens, donc des papiers anciens, comme de la correspondance, donc des lettres écrites, des plans de ville ou des plans de bâtiments, et des photographies. Justement, dans la vidéo, vous allez voir apparaître beaucoup de photographies d'archives qui vous permettront de voir de quoi avaient l'air les bâtiments anciens de la ville. Bonne écoute! Bonjour! Donc, on se trouve présentement dans le Parc Labelle. Qu'est-ce qui est intéressant avec le Parc Labelle, c'est que c'est là qu'a été construite la première église de Saint-Jérôme, en 1839. Qu'est-ce que c'est une église? En fait, une église, c'est un lieu où se réunissent les personnes pour prier, pour faire des messes. Donc, c'est un endroit religieux, en fait. Donc, on va créer une église à Saint-Jérôme et autour, il va y avoir des personnes peu à peu qui vont se placer, donc qui vont habiter là, qui vont vivre autour de l'église. Et c'est comme ça que le village de Saint-Jérôme va grandir. Donc, on va se dire que ça serait peut-être bien de faire une deuxième église plus grosse. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va connaître aujourd'hui comme la cathédrale de Saint-Jérôme, donc qui est vraiment une église beaucoup plus grosse que qu'est-ce qu'il y avait à l'époque. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand on va construire cette deuxième église-là, donc l'église qu'on connaît aujourd'hui, on va pas démolir tout de suite la première église. Donc, il va y avoir pendant un an deux églises à Saint-Jérôme, donc la petite avec la plus grosse en arrière. Aussi, derrière la petite église, il y avait un cimetière. Donc, le cimetière, c'est un endroit où on enterre les personnes qui sont décédées. Donc, c'est ça, c'était juste derrière l'église. Et pour construire la plus grosse église, on va déménager, on va bouger ce cimetière-là pour créer un espace, justement, pour pouvoir construire la plus grosse église. Donc, vous vous dites sûrement, si vous voyez un peu les lieux, aujourd'hui, c'est le Parc Labelle qu'on connaît, donc la cathédrale est un peu plus loin. On traverse une rue là, pour se rendre à la cathédrale. Donc, qu'est-ce qu'il y avait alors dans le Parc Labelle? Bon, on a fait justement à cette époque-là un parc, un coup qu'on a détruit la petite église. Donc, dans le parc, on voulait au début faire un monument, donc une statue en l'honneur du curé Labelle. C'est qui le curé Labelle? En fait, le curé Labelle, c'est une personne très importante pour Saint-Jérôme parce qu'entre autres, il a développé le Nord. Donc, il a envoyé des personnes dans le Nord pour y habiter. Donc, il a créé des petits villages et tout ça. Parce qu'à l'époque, c'était surtout très boisé. Donc, il n'y avait pas grand monde, en fait, dans le Nord. Donc, c'est lui qui va avoir cette idée-là, entre autres, de développer justement le Nord et aussi de faire un chemin de fer. Donc, de faire un train pour pouvoir bouger plus facilement, en fait, d'un village à l'autre dans le Nord. Donc, ça, on va en parler un peu plus loin du train. Mais bref, le curé Labelle était un personnage très important. Donc, on voulait faire une statue en son honneur qu'on voulait mettre dans le Parc Labelle parce que le Parc Labelle était un endroit central du village de Saint-Jérôme, encore aujourd'hui, mais à l'époque aussi. Par contre, ça va prendre un petit moment avant qu'on fasse une statue. Donc, entre-temps, on va faire un kiosque. Qu'est-ce que c'est un kiosque? En fait, c'est simplement une structure de bois. Donc, c'est des planches de bois, en fait, avec un petit toit au-dessus. Donc, s'il pleut ou quoi que ce soit, on peut se mettre à l'abri en dessous. Et à l'intérieur de ce kiosque-là, il va y avoir une fanfare. Donc là, je vous lance plein de mots comme ça, mais une fanfare, en fait, c'est un groupe de musiciens. Donc, des musiciens qui vont jouer, par exemple, du tambour, qui vont jouer de la trompette. Donc, c'est ceux qui vont jouer de la musique ensemble. Ils jouaient dans ce kiosque-là, donc au centre du Parc Labelle, ils faisaient des petits spectacles comme ça. Et plus tard, finalement, on va construire le monument du curé Labelle que vous pouvez voir aujourd'hui quand vous visitez le parc. Donc, c'est le monument qu'on connaît aussi aujourd'hui. Et la ville de Saint-Jérôme va acheter finalement le parc en 2013 et va faire des petites rénovations dans le parc et c'est le parc qu'on connaît aujourd'hui. On se trouve présentement devant le vieux palais de justice de Saint-Jérôme que vous connaissez peut-être aujourd'hui par Maison de la culture Claude-Henri Grillon. Vous y êtes peut-être déjà allé, par exemple, pour aller à la bibliothèque, au musée ou encore au centre d'archives de la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord. Avant d'être le palais de justice, donc le bâtiment qu'on connaît aujourd'hui, il y avait un autre bâtiment au même emplacement ici. Et c'était au tout début une boulangerie. Qu'est-ce que c'est une boulangerie?
En fait, c'est un endroit où on fait toutes sortes de nourriture avec la farine, dont du pain, par exemple. Donc, c'était Monsieur Jean-Baptiste Grignon qui avait cette boulangerie-là. Et peu à peu, donc il y avait de plus en plus de personnes, de voyageurs qui passaient par Saint-Jérôme ici, et peu à peu, il s'est dit que c'était peut-être une bonne idée d'en faire un hôtel. Donc, un hôtel, c'est quoi? En fait, c'est un endroit où, justement, les voyageurs, donc les personnes qui bougent beaucoup, qui s'arrêtent dans une ville, viennent pour aller dormir. Donc, voilà. Donc, il va en faire un hôtel, et ça va s'appeler l'Auberge du Peuple. Donc, il va garder cet hôtel-là un petit moment, et finalement, il va le donner à Médard Grignon, qui est son fils. Donc, Médard Grignon, de ce qu'on sait des textes, c'était vraiment un bon vivant. Donc, il aimait beaucoup rire, il jouait du violon, donc c'était un très bon violonneux, qu'on appelle. Et les gens aimaient beaucoup sa compagnie, et dans l'hôtel, il y avait vraiment une bonne ambiance. Et ça faisait qu'il y avait tout un mélange de personnes. Donc, il y avait autant des Amérindiens qu'il y avait des bûcherons, donc des gens qui coupent du bois, qui bougeaient beaucoup aussi de village à l'autre. Il y avait autant des anglophones que des francophones. Donc, il y avait vraiment tout un mélange de personnes dans l'Auberge du Peuple. Donc, Médard Grignon va garder comme ça l'Auberge du Peuple un bon moment. Et finalement, il va devoir la vendre en 1877. Après, les autres propriétaires vont garder ça comme un hôtel, donc comme une place où est-ce que les gens vont pouvoir dormir, jusqu'en 1917. Donc, en 1917, c'est là qu'il va y avoir un feu, en fait, qui va ravager complètement le bâtiment. Donc, le bâtiment va être détruit. En fait, suite à ça, il va n'y avoir plus rien où est-ce qu'on est aujourd'hui. Donc, ça va rester comme ça un petit moment. Mais, entre-temps, on avait le palais de justice à Saint-Scholastique. Donc, vous vous rappelez, c'est quoi un palais de justice? En fait, c'est un endroit où est-ce que les gens vont lorsqu'ils ont commis des crimes graves. Donc, qu'est-ce que je veux dire par crime grave? Vol ou meurtre, par exemple. Donc, des gros crimes vont aller au palais de justice pour qu'on prenne une décision s'ils vont en prison. Donc, ça va être quoi leur peine par la suite. Donc, on va vouloir construire un palais de justice ici, à Saint-Jérôme, puisque celui qu'on avait à l'époque était à Saint-Scholastique. Donc, c'était vraiment très loin. Et les gens qui travaillaient là trouvaient que c'était beaucoup trop loin pour le voyagement. Ils voulaient pas dormir à Saint-Scholastique et ils ont demandé peu à peu que ça soit ici, à Saint-Jérôme. Donc, ça va se faire en 1922. C'est là qu'on va commencer à chercher, en fait, un terrain où construire le palais de justice. Parce que vous le voyez aujourd'hui, c'est quand même un gros bâtiment. Et on va se dire, il y a eu le feu ici, il n'y avait plus de bâtiment depuis, donc on va acheter le terrain vide et les petites maisons aussi qui étaient autour du terrain pour construire le palais de justice de Saint-Jérôme, comme qu'on le connaît aujourd'hui. Vous allez voir dans les images qu'on va vous montrer, en fait, vous allez remarquer des ressemblances entre la façade du palais de justice et la façade de la cathédrale, surtout le devant justement. Pourquoi? Parce que c'est le même constructeur, en fait, qui a fait les deux bâtiments. Donc, c'est pour ça que les deux façades se ressemblent beaucoup. Ça va être un palais de justice, donc c'est là qu'on va juger les gens qui ont commis des crimes graves, jusqu'en 1969. En 1969, on va déjà décider de bouger le palais de justice ailleurs, mais on va garder la prison qui est en bas. Donc, une prison, c'est là que les gens, justement, qui ont commis des crimes graves vont. Donc, c'est avec des barreaux et tout ça, donc des cellules. Donc, on va garder ça en bas. Et on va décider seulement de le déplacer 10 ans plus tard, donc en 1979. Et c'est là qu'on va se dire que c'est peut-être pas une super bonne idée d'avoir une prison dans le centre-ville de Saint-Jérôme. Donc, on va déplacer la prison et la ville va racheter le bâtiment pour en faire une maison de la culture. Donc, la maison de la culture Claude-Henri Grignon. Qu'est-ce que c'est une maison de la culture? En fait, c'est simplement un espace où est-ce que on peut faire diverses activités culturelles. Donc, on peut faire autant des cours de peinture, par exemple, que des cours de danse. On peut avoir une bibliothèque, justement. On peut avoir un musée, des expositions et un centre d'archives. Donc, c'est depuis ce temps-là, en fait, que le bâtiment va être une maison de la culture. On se trouve présentement devant la maison funéraire Trudel, qui a été la maison de Bruno Mantel. Bruno Mantel, c'est qui? En fait, il appartient à une des grandes familles de Saint-Jérôme, une des grandes familles politiques de Saint-Jérôme. Donc, lui a été un grand homme politique au niveau du Canada, donc au niveau fédéral, oui. Mais il a été également un homme politique important pour Saint-Jérôme, puisqu'il a été maire de Saint-Jérôme de 1903 à 1909. Donc, la famille Mantel a été justement une famille politique très importante à Saint-Jérôme, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si vous vous promenez dans ce centre-ville de Saint-Jérôme, vous allez voir que la maison Prévost, dont on va parler un peu plus tard,
est vraiment à un coin de rue de la maison Nantel. Et la maison Prévost, mais les Prévost étaient une famille aussi très importante à Saint-Jérôme, donc qui était aussi en politique et qui avait des opinions très différentes des Nantel. Donc il y avait souvent des chicanes en fait entre les deux familles, entre les Prévost et les Nantel. Vous pouvez imaginer un peu c'était quoi l'ambiance s'ils se croisaient sur la rue justement vu qu'ils étaient à un coin de rue l'un de l'autre. On se trouve justement devant la maison Prévost. Donc la maison Prévost qui est à un coin de rue de la maison Bruno Nantel. La maison Prévost a été construite par Wilfrid Prévost et a été habitée pendant un bon moment par Jean Prévost. Jean Prévost, un peu comme Bruno Nantel, était aussi un homme politique très important à Saint-Jérôme. Et c'est souvent, donc les chicanes que je parlais, c'est souvent entre Bruno Nantel et Jean Prévost que ça s'est passé. Qu'est-ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y avait deux journaux à Saint-Jérôme. Il y avait le Nord et l'Avenir du Nord. Le Nord était surtout du côté des Nantel, donc ils appuyaient leurs idées politiques. Et l'Avenir du Nord, il y avait des propriétaires qui étaient des Prévost et donc ils appuyaient surtout les idées politiques des Prévost. Donc il y avait des chicanes des fois qui se déroulaient aussi à l'intérieur des journaux. Donc il y avait des articles qui étaient écrits sur les Nantel dans l'Avenir du Nord et vice-versa. Et si vous parlez à des Jéromiens, souvent cette maison-là va être appelée la Maison Blanche. Pourtant, si vous la regardez, en fait, elle est jaune, la maison. Pourquoi? Parce que une des couleurs d'origine de la maison était le jaune. Donc, on a décidé de la repeindre en jaune. Et donc, cette maison-là, après que les Prévost y aient habité, il y a plusieurs organismes communautaires qui ont eu leurs locaux à l'intérieur, donc leurs bureaux à l'intérieur de cette maison-là. Qu'est-ce que c'est des organismes communautaires? En fait, c'est des regroupements de personnes qui aident les gens d'une ville, comme Saint-Jérôme, avec plusieurs activités ou plusieurs services. Donc, ça peut être au centre des soins de santé, que ça peut être des activités amusantes comme du sport ou peu importe. Donc, c'est vraiment très diversifié. Donc, il y a eu des organismes communautaires comme ça qui ont logé à l'intérieur de cette maison-là. Donc, la maison est vraiment passée de propriétaire en propriétaire. Et aujourd'hui, c'est les bureaux de la MRC de la Rivière-du-Nord qui sont à l'intérieur de cette maison-là. Qu'est-ce que c'est une MRC? En fait, c'est un regroupement de villes, comme Saint-Jérôme, par exemple. Donc, Saint-Jérôme fait partie de la MRC de la Rivière-du-Nord et ensemble, ils vont prendre des décisions pour ce grand territoire-là. Donc, les bureaux de la MRC de la Rivière-du-Nord sont aujourd'hui à l'intérieur de cette maison. Donc, on va se diriger vers le prochain bâtiment et, entre-temps, vous allez voir sur notre route l'amphithéâtre Roland. Qu'est-ce que c'est un amphithéâtre? En fait, c'est un grand espace où on peut regarder des spectacles. Donc, c'est comme une salle de théâtre. Qu'est-ce qui est particulier avec l'amphithéâtre, c'est qu'il est à espace ouvert, donc il est à l'extérieur. Pourquoi qu'on l'a appelé amphithéâtre Roland? D'où ça vient Roland? En fait, Roland, c'était une grosse compagnie de papier à Saint-Jérôme, donc vraiment très importante, et beaucoup de gens de Saint-Jérôme travaillaient dans cette compagnie-là. Donc, c'est en l'honneur de cette compagnie de papier-là qu'on a appelé l'amphithéâtre Roland. L'amphithéâtre a été construit en 1997 et en fait accueille toutes sortes de spectacles de musique. Il y a aussi des festivals de musique qui ont eu des spectacles là, dont le festival de musique folk qui a lieu à chaque été. Et maintenant, on se trouve devant le pont Castonguay. Le pont Castonguay n'a pas toujours été appelé le pont Castonguay. En fait, il a été longtemps appelé pont du village parce que c'était le seul pont dans le village. Donc, on l'appelait simplement le pont du village. Au tout début, sa première construction était en bois, comme vous pouvez le voir dans les images. Et par la suite, le pont a été en fer. Donc, c'est le pont en fer qui date de 1929. La rivière que vous voyez en dessous, donc la rivière qui est la rivière du Nord, en fait, on a pu, pendant un certain moment, faire du canot sur cette rivière-là. Donc, de 1945 à 1953, on pouvait faire du canot sur la rivière. Par contre, à un moment donné, on s'est dit, c'est peut-être pas super sécuritaire, en fait, de faire du canot sur cette rivière-là. Donc, on a arrêté d'en faire. Donc, on voit présentement les vestiges de la Regent Knitting Mills. Qu'est-ce que c'est la Regent Knitting Mills? C'était une industrie de textile, donc qui fabriquait du tissu pour faire des vêtements, par exemple. Et ça a été une grosse compagnie à Saint-Jérôme. Elle a été bâtie en 1916
Et un peu plus tard, elle va changer de nom, en fait, pour Tricophile, que vous allez peut-être entendre parfois si vous parlez avec des Jérômiens. Donc, qui était aussi une compagnie de textile. Le bâtiment a été détruit en 1983, mais il reste encore justement des vestiges dans la rivière. En fait, on utilisait la rivière, on utilisait le pouvoir de l'eau pour faire fonctionner les machines. La compagnie Roland, dont j'ai parlé un peu plus tôt, faisait aussi la même chose. Donc, c'est avec la force de l'eau, en fait, qu'on va pouvoir faire fonctionner les machines. On se trouve présentement devant l'Hôtel de Ville de Saint-Jérôme. Au tout début de l'histoire de ce bâtiment-là, c'était l'Institut des artisans de Dumontville qui se réunissait là. Si vous passez devant le bâtiment ou si vous pouvez le voir de plus proche, il y a même une plaque en l'honneur de l'Institut des artisans de Dumontville. En fait, c'est qui, eux? C'était un groupe de personnes qui se réunissaient pour parler de politique, de culture, d'art. Donc, il y avait des discussions comme ça à l'intérieur du bâtiment. Ça, c'est de 1854 à 1863. Puis, en 1863, on va utiliser le bâtiment pour une cour de circuit. Donc, qu'est-ce que c'est une cour de circuit? En fait, c'est simplement des causes un peu plus petites qu'on va juger là. Donc, je vous avais déjà parlé du palais de justice. Donc là, qu'on jugeait des crimes un peu plus graves dans le palais de justice. Bien, les autres causes, les causes plus petites, étaient jugées ici à la cour de circuit. Donc, ça va être ainsi jusqu'en 1924. Et dans le bâtiment, il y a toujours donc la cour municipale de Saint-Jérôme qui est là et des bureaux également des employés de la ville qui sont dans le bâtiment ici. On se trouve présentement devant la maison Langwell. Donc, la maison Langwell a appartenu à Robert Langwell, qui était un Écossais. Donc, lui, en fait, c'était un marchand. Donc, il avait sa maison. Et sur le côté, où est-ce qu'il y a aujourd'hui un restaurant, il y avait une annexe en bois qui servait de magasin. Robert Langwell a eu 2 moulins. Donc, il y a eu un moulin à farine et un moulin à scie. Tout d'abord, c'est quoi un moulin? Donc, un moulin, c'est un gros bâtiment avec une grande roue qui utilise le pouvoir de l'eau, dont on en a parlé un peu avant. Donc, il utilise le pouvoir de l'eau pour faire sonner la grande roue et faire fonctionner les machines. Il y a différents types de moulins. Donc, lui, il y en avait 2. Il y avait le moulin à farine, en premier. Donc, le moulin à farine, en fait, ça sert justement à moudre des grains pour obtenir de la farine, pour faire, par exemple, du pain. Donc, c'est avec cette grande roue-là qu'on va faire fonctionner les machines pour faire ça. Le moulin à scie, lui, c'est un peu le même principe. Donc, on va aussi utiliser la grande roue pour faire actionner les machines. Mais cette fois-ci, c'est une scie qu'on va faire fonctionner. Et c'est en 1875 que la maison va être achetée par Alfred Laviolette, qui est en fait le frère du premier maire de Saint-Jérôme, Godefroy Laviolette. Donc, il va avoir la maison aussi pendant un petit moment. Et la maison va comme ça changer de propriétaire, plusieurs propriétaires comme ça. Et il va être aussi pendant un moment un restaurant. On se trouve présentement sur la rue Saint-Georges. Qu'est-ce qui est intéressant à Saint-Jérôme, c'est que la rue Labelle et la rue Saint-Georges sont les 2 grandes rues du centre-ville. À l'époque aussi, au 19e siècle, c'était aussi les 2 grandes rues du centre-ville de Saint-Jérôme. Donc, c'était surtout sur Saint-Georges qu'on retrouvait les magasins. Donc, si on voulait que notre magasin fonctionne bien, on allait souvent sur la rue Saint-Georges. Comme vous pouvez voir dans les photos, les rues sont pas asphaltées, les trottoirs ne sont pas en béton, parce qu'à l'époque, les rues étaient en terre et les trottoirs étaient en bois. Et fait intéressant, c'est que chaque personne qui possédait un bâtiment sur cette rue-là devait s'occuper de son petit bout de trottoir. Donc, s'il neigeait, par exemple, c'est cette personne-là qui devait déneiger son bout de trottoir. Ça l'a changé depuis. C'est sur la rue Saint-Georges aussi qu'il y a eu un des plus gros incendies à Saint-Jérôme, donc l'incendie de 1911. Cet incendie-là va partir du magasin de Bruno Beaulieu, donc qui était aujourd'hui où se trouve le El Mundo, et qui va se propager très rapidement sur les rues Sainte-Anne et Saint-Louis, qui sont aujourd'hui les rues, si vous vous promenez, de Villemur et de la Gare. Donc ça va se propager, heureusement, dans une portion qui était un peu moins habitée. Mais les maisons étaient très collées à l'époque, donc le feu se propageait très rapidement d'une maison à l'autre. On va appeler même Montréal pour venir à la rescousse, donc pour qu'ils envoient des pompiers pour aider à éteindre l'incendie.
Entre-temps, la compagnie Roland, donc on a parlé aussi, donc la grosse compagnie de papier, va décider de fermer pour que les employés puissent aider à éteindre l'incendie. Vous allez voir aussi l'image, les pompiers n'utilisaient pas les mêmes outils qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'était moins efficace qu'aujourd'hui pour éteindre les incendies. Donc, c'est pour ça qu'on avait besoin de beaucoup de bras, en fait, pour aider à éteindre ce feu-là. Donc, on va demander justement, la compagnie Roland va fermer, donc les employés vont venir aider. La ville de Saint-Jérôme va faire la même chose, donc va fermer, et les employés de la ville de Saint-Jérôme vont aller aider aussi à éteindre le feu. Montréal, finalement, vont dire qu'ils ne peuvent pas aller aider pour éteindre ce feu-là, mais entre-temps, on va réussir, en détruisant une maison, en fait, à arrêter le feu et finalement à l'éteindre. On se trouve présentement devant le poste de police et pompiers de Saint-Jérôme, qui est en fait un des premiers bâtiments publics de la ville. En premier, ce bâtiment-là servait de marché public. Vous avez sûrement déjà vu, en fait, un marché public. Donc, c'est quoi? C'est un endroit où les agriculteurs et les gens qui produisent de la nourriture, en fait, vont là pour vendre leurs biens. Donc, il peut autant avoir du pain, par exemple, que de la viande, que des produits comme la confiture ou peu importe. Donc, il y a vraiment plein de nourriture qui peuvent se vendre là. Vous pouvez imaginer un peu à l'époque où on pouvait moins réfrigérer les choses, donc moins les garder froides longtemps, tous les odeurs qui devaient se mélanger dans ce marché public-là, qui étaient en fait à l'intérieur. Finalement, en 1885, donc quelques années plus tard, on va décider d'installer la station de police et de pompiers dans ce bâtiment-là. Donc, vous pourrez voir sur la photo, en fait, la grande tour qui servait à faire sécher le tuyau d'arrosage des pompiers. Donc, on va modifier le bâtiment, justement, entre autres pour ça. Donc, au deuxième étage, on avait une salle de réunion et une salle de spectacle qui était utilisée par les gens de Saint-Jérôme. Donc ça va être la deuxième rénovation. Finalement, on va rénover à nouveau le bâtiment en 1929 et c'est les dernières modifications qu'on va faire au bâtiment. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ça date de 1929. Le marché public va être déplacé, donc au départ, il était en bas du bâtiment. Il va être déplacé par la suite à l'arrière, où est-ce qu'il y a aujourd'hui le stationnement, donc à l'extérieur. Il va être déplacé au terminus d'autobus pour finalement s'installer où vous le voyez aujourd'hui, donc proche de la place des festivités, proche de la gare. Donc ça va être son dernier emplacement pour le moment. C'est en 1990 que la station de police-pompier va être déplacée, donc ne sera plus dans ce bâtiment-là. Et ça va être un restaurant qui va remplacer en fait la station de police-pompier. On se trouve présentement devant l'hôtel Beaulieu. Donc l'hôtel Beaulieu qui témoigne d'une époque à Saint-Jérôme où il y avait une dizaine d'hôtels. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de voyageurs qui arrivaient par le train qui devaient se trouver un endroit où dormir. Donc ils dormaient justement dans ces hôtels-là. L'hôtel Beaulieu a été construit par Louis Beaulieu en 1877 et c'était un immense hôtel pour l'époque. Donc Louis Beaulieu va le garder jusqu'en 1921. Et en 1921, Édouard Plouffe va racheter l'hôtel. Donc, l'hôtel va rester dans la famille Plouffe pendant plus de 70 ans. C'est pour ça que si vous parlez à un Jérômien de l'hôtel Beaulieu, il va peut-être moins savoir de quoi vous parlez. Mais si vous parlez de l'hôtel Plouffe à un Jérômien, là, il va probablement savoir de quel bâtiment vous parlez. Et l'hôtel, donc, ne sera pas le plus célèbre à Saint-Jérôme, mais c'est un des seuls témoins de l'époque que je vous parlais, donc l'époque où est-ce qu'il y avait une dizaine d'hôtels à Saint-Jérôme. Donc, c'est un bon témoin du passé. Et la famille Latour va racheter l'hôtel en 1990 et va revendre l'hôtel par la suite. On se trouve présentement devant la gare, aussi appelée la Vieille Gare à Saint-Jérôme, et son histoire commence avec le curé Labelle. Donc le curé Labelle, comme je vous avais dit, voulait apporter le train jusqu'à Saint-Jérôme pour développer les terres dans le nord pour faciliter le transport. Par contre, pour construire un chemin de fer, ça prend de l'argent. Et le curé Labelle donc, cherchait des opportunités justement pour trouver cet argent-là. C'est à l'hiver 1872 qu'une solution arrivera. L'hiver 1872 était particulièrement froid. Donc pour ceux qui ont déjà vécu les hivers ici, on n'a pas le choix en fait de se chauffer. Et à l'époque, il n'y avait pas encore d'électricité. Donc pour se chauffer, on utilisait du bois.
Et à Montréal, il y avait beaucoup moins de forêts et de boisés qu'ici à Saint-Jérôme. Il commençait à avoir de moins en moins de réserves de bois. Donc le bois coûtait de plus en plus cher. Les gens un peu plus pauvres à Montréal devaient payer plus cher pour le bois, donc il commençait à vraiment manquer de bois. C'est pour ça que la ville de Montréal a demandé à Saint-Jérôme s'il pouvait acheter du bois à Saint-Jérôme pour en avoir un peu plus à Montréal. Le curé Labelle s'est dit que c'était la bonne occasion, en fait, pour prouver qu'un chemin entre Saint-Jérôme et Montréal pouvait vraiment aider les deux villes, en fait, dans les deux sens, si le chemin était plus facile à faire et plus rapide à faire. Donc, le curé Labelle a organisé une corvée de bois. Qu'est-ce que c'est une corvée de bois? En fait, une corvée, si certains d'entre vous ont déjà entendu le terme bénévolat, ça ressemble un peu à ça. Donc, dans un village, ça a surtout commencé au début des villages. Si une personne voulait se construire une maison, elle demandait aux autres personnes du village de l'aider pour construire cette maison-là. Donc, tout le monde venait l'aider et les femmes souvent apportaient de la nourriture pendant cette corvée de bois-là. Donc, tout ça était fait gratuitement. Et l'idée était que si une autre de ces personnes-là voulait se construire d'autres choses aussi, bien, tout le monde aussi irait lui construire la maison. Donc, ça, c'est une corvée. Donc, le curé Labelle va organiser une corvée de bois. Donc, il va demander à Saint-Jérôme et aux villes aux alentours de couper du bois et de venir avec lui les porter jusqu'à Montréal. Donc, il va lancer comme ça cette idée-là. Et finalement, il va y avoir 80 voitures, donc des voitures tirées par des chevaux, qui vont se rendre jusqu'à Montréal avec plein de bois comme ça, gratuitement pour les Montréalais. Vous pouvez comprendre que les Montréalais étaient quand même très heureux de ça, de voir arriver tout ce bois-là gratuitement. Donc, on a accueilli le curé Labelle et tous les gens qui transportaient ce bois-là avec un banquet. Donc, un banquet, c'est comme une fête où est-ce qu'on emmène toutes sortes de plein de nourriture et que tout le monde mange ensemble pour fêter. Et il va y avoir plusieurs discours, donc des gens qui vont prononcer des paroles pour remercier les Jéromiens et tout ça. Et le curé Labelle va aussi prononcer son propre discours pour dire à quel point ça serait mieux, en fait, qu'il y ait un chemin de fer entre Montréal et Saint-Jérôme, que ça serait plus rapide, qu'on pourrait envoyer comme ça du bois, des ressources plus rapidement à Montréal. Donc ça va rester comme ça. Donc ça, c'est pour l'hiver 1872. Et à l'hiver 1876, la situation se reproduit encore. Donc il fait encore très froid à cet hiver-là. Et les Montréalais, encore une fois, ont besoin de bois. Donc le curé Labelle va recommencer, va refaire une corvée de bois et va emmener comme ça du bois gratuitement aux Montréalais. Cette fois-ci, la ville de Montréal va remercier Saint-Jérôme en lui donnant de l'argent pour construire le chemin de fer, en comprenant que oui, c'est vraiment utile d'avoir un chemin plus rapide entre Montréal et Saint-Jérôme. Donc c'est en 1876 que la première gare va être construite à Saint-Jérôme, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. La première gare va être en bois et en 1897, la Canadian Pacific, qui est une compagnie de chemin de fer, va reconstruire la gare cette fois-ci en pierre. Ce qui en fait une gare unique, en fait, dans la région, puisqu'il n'y en a pas d'autres en pierre dans la région. Et donc, la gare devient un peu un lieu de rassemblement, parce que vous pouvez comprendre qu'il y a beaucoup de voyageurs qui viennent à Montréal, jusque dans le nord. Il y en a plusieurs qui utilisent aussi le train pour aller faire des sports d'hiver, comme du ski ou des choses comme ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de voyageurs comme ça qui se promènent. Et les gens de Saint-Jérôme viennent à la gare pour regarder ces voyageurs-là débarquer du train. Donc, ça fait comme un lieu de rassemblement à Saint-Jérôme où est-ce qu'on pouvait voir les belles personnes de Montréal arriver avec leurs roues à tour et tout ça. Et il y a eu les ancêtres des taxis qui ont commencé aussi, puisque chaque hôtel allait chercher leurs voyageurs avec des petits carrosses, donc des carrioles, aller chercher leurs voyageurs comme ça à la gare pour les transporter jusqu'à l'hôtel pour qu'ils puissent dormir là à l'hôtel. Une carriole. Qu'est-ce que c'est une carriole? En fait, c'est une construction en bois avec des roues à l'arrière et tirées par des chevaux dans lesquelles on pouvait mettre des personnes en fait pour les déplacer d'un endroit à un autre. Donc ça permettait de déplacer beaucoup de personnes en même temps. Par exemple, de la gare de Saint-Jérôme jusqu'à un hôtel. Donc il y avait comme ça plusieurs carrioles qui pouvaient bouger dans le centre-ville de Saint-Jérôme. Les gens utilisaient donc le train à un bon moment, comme ça, pour soit faire des sports d'hiver ou juste se déplacer dans le nord ou se déplacer de Montréal à Saint-Jérôme. Et le train, qu'on appelle le Petit Train du Nord, a été très actif pendant plusieurs années. Donc les gens utilisaient beaucoup le train qui allait jusqu'à Mont-Laurier. Donc les gens pouvaient l'utiliser pour pratiquer des sports d'hiver, d'été, ou même juste se déplacer entre le nord, donc Mont-Laurier par exemple, et Saint-Jérôme, ou Saint-Jérôme et Montréal. Mais la voiture arriva, donc un moyen de transport beaucoup plus rapide que le train. Et éventuellement, on a eu l'autoroute aussi, donc encore plus rapide que le train. Donc les gens commencèrent à utiliser de moins en moins ce train-là pour utiliser d'autres moyens de transport.
Donc c'est pour cette raison que le Canadien Pacifique, donc la compagnie que j'ai parlé au début qui avait bâti la gare en pierre, va décider d'arrêter le transport de passagers pour seulement transporter des marchandises, donc des objets en fait. Et les gens vont se tourner plutôt vers le train de banlieue, donc ils vont faire le chemin entre Saint-Jérôme et Montréal, donc cette portion-là. Et l'autre partie de la route, donc de Saint-Jérôme à Mont-Laurier et dans le nord, va être transformée en piste cyclable. C'est quoi une piste cyclable? En fait, c'est un espace où est-ce qu'on peut faire du vélo, de la bicyclette dessus pendant un très long moment. Donc, qui est vraiment réservé aux gens qui font de la bicyclette. Donc, ça va être comme ça une piste qui va faire 232 km, donc qui va être très très longue, puis qu'on peut toujours utiliser aujourd'hui. Donc, le kilomètre zéro est en fait ici, à la place de la gare, si jamais vous voulez faire du vélo. Et aussi, si vous vous promenez dans le coin, il y a le bureau d'accueil touristique qui est dans la vieille gare, qui peut vous informer si jamais vous voulez faire des activités à Saint-Jérôme ou dans les alentours. Et il y a la place de festivités aussi durant l'été que vous pouvez vous promener si vous voulez faire des activités. Si jamais vous voulez poursuivre la visite par vous-même, on a un circuit du patrimoine qui peut vous accompagner et aussi une application Destination Saint-Jérôme que vous pouvez télécharger sur votre cellulaire. Pour nous contacter, les informations vont apparaître ici et j'espère que vous avez bien apprécié votre visite. Merci.